Et du coup, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau Why Not Talk, développer vos ventes B2B ou comment aller chercher les leviers de décision de vos clients, animé par Marc Fazio. Merci beaucoup, Marc, d'être avec nous ce soir. Et Merci à toi. puis, ben, je te laisse prendre la main pour la suite des échanges. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à interagir dans le chat. Moi, je reste là en modératrice. Parfait, très bien. Grand merci Camille. Écoutez, bonjour et bienvenue pour effectivement ce talk sur développer vos ventes B2B ou comment aller chercher les leviers de décision de vos clients. Très rapidement, avant de démarrer, je vais me présenter très rapidement. Donc, Marc Fazio, je suis à la tête d'un cabinet qui s'appelle Changing Up, un cabinet qui totalise plusieurs années d'expérience dans des postes de gouvernance commerciale. Ça fait 20 ans que je dirige cette structure. On fait du conseil en stratégie, on fait de l'accompagnement au changement, on fait de la formation, on fait du recrutement. Voilà, on est multitâche, on est une équipe et donc c'est avec plaisir que je vais échanger aujourd'hui avec vous sur plein de sujets qui ont attrait à vos clients, à vos prospects. Et ce que je vous invite à faire, c'est que plutôt que d'attendre la fin de ce webinaire pour éventuellement me poser des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser à fur et à mesure. Comme ça, je pourrais y répondre avec grand plaisir et ça me permettra comme ça d'être plus interactif et de plus réactif à vos demandes. Le programme, il est là. Vous l'avez. On va passer à peu près 45 minutes, 1 heure ensemble sur 3 thématiques qui sont très importantes. Et la première et la troisième vont de pair puisque on parlera de déclencher des leviers de décision et on verra qu'il y a un lien étroit entre cette première partie et cette dernière partie. Et entre deux, on parlera bien sûr de structuration parce que oui, le développement commercial, ça se structure, ça s'organise, ça ne s'improvise pas. Et donc, je vous donnerai quelques astuces de structuration. Voilà en gros, en quelques mots, les thèmes que nous allons aborder lors de ce séminaire, enfin de ce webinaire, pardon. Alors, on va commencer par la première thématique. Est-ce que vous connaissez Phineas Gage? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce personnage? Est-ce que ça vous parle, Phineas Gage? Oui, non? Moi non. Parfait. Moi non plus. Ah, Alors, ce que je vous propose, c'est Moi de non monter plus. Je suis désolée, je ne vais pas trop intervenir parce que je vais avoir beaucoup de bruit autour de moi. Mais D'accord, il n'y a pas de si tu problème. veux parler. Alors, nous allons prendre, si vous le voulez bien, nous allons monter à bord d'une DeLorean. Et je vous propose d'aller en 1848 aux États-Unis. Aux États-Unis, pour vous raconter un peu ce qui se passe à cette époque, c'est la course folle à la construction des chemins de fer. On découvre la locomotive, le charbon, la vapeur, etc. Et donc, on construit des chemins de fer à tout va sur tout le territoire. Et comme dans tous les chantiers de chemins de fer, bien entendu, il faut à un moment donné passer par des montagnes et donc creuser des tunnels dans la roche. Pour cela, Phineas Gage arrive à ce moment-là. C'est un artificier de haut vol, reconnu comme un grand professionnel du dynamitage. Alors, je vous donne un peu on va dire les techniques de l'époque, hein, qui sont assez rudimentaires. Hein. Donc, Phineas Gage perçait un peu partout la roche, il faisait des trous partout, assez profonds. Et avec une barre de fer, il pousse le plus loin possible la poudre, il relie tout ça à l'ancienne, on appuie et on fait exploser, tout simplement. Alors Phineas Gage, donc, est un expert de haut vol dans le dynamitage. Et c'est quelqu'un également d'absolument adorable dans la vie privée, stable, marié, 2 enfants, quelqu'un d'absolument très sociable, très avenant, très apprécié également d'un point de vue personnel. Donc, on a un personnage qui est, a priori, idéal et à la fois dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Sur un chantier en 1848, donc il fait ses trous et il commence à pousser la poudre avec sa barre de fer. Malheureusement, probablement le frottement de la roche avec cette poudre, ça explose. La barre de fer ressort à une allure vertigineuse, rentre par l'œil et ressort par la boîte crânienne arrière. Il est blessé. Il s'écroule, il s'évanouit, mais il ne meurt pas. Il est transporté en urgence dans la ville la plus proche. La légende parle de 3 heures de route pour arriver dans la ville la plus proche. Et
un médecin, il n'y avait pas d'hôpital dans cette ville, mais par contre, un médecin s'occupe de lui et le sauve. Et on verra que ce médecin a eu un rôle très important dans la suite des événements. Parfait, donc il le sauve, et puis petit à petit, le temps de la convalescence, Phineas Gage reprend sa vie normale et naturelle. Voici ce monsieur, comme vous pouvez le voir donc avec sa barre de fer, hein, donc c'est un personnage qui a réellement existé, et donc voici l'événement donc en 1848 en périphérie de Cavendish dans le Vermont. Sauf que après cet accident, alors bien sûr il ne peut plus exercer le métier, ça va de soi, il ne peut plus exercer le métier qu'il faisait avant, mais on constate surtout deux événements très marquants dans son comportement. Premièrement, c'est quelqu'un qui n'est plus en capacité de prendre des décisions, et notamment des décisions cohérentes. D'accord ? Il change, il divorce, il se remarie, il redivorce, il change de job tous les 3 mois. Bref, il y a une instabilité énorme qui se crée alors que ça n'était pas le cas avant l'accident. Et un deuxième phénomène, c'est qu'on constate chez lui une certaine froideur. Quelqu'un qui manque d'émotion. C'est quelqu'un qui, à l'époque, était plutôt consensuel, convivial avant l'accident. Et après l'accident, c'est quelqu'un d'absolument vraiment froid, calculateur et absolument pas ouvert et sociable. Malheureusement, sa vie ne se passe pas dans de bonnes conditions et il meurt dans la rue en tant qu'SDF. Et puis, on l'enterre. Tout pourrait s'arrêter là. Sauf que le médecin, on en revient donc à ce docteur qui a eu l'intelligence de se dire mais c'est quand même bizarre le comportement de Phineas Gage avant et après. Cette différence est trop importante. Il décide d'inhumer la tombe et de récupérer le crâne de Phineas Gage et on expose ce crâne dans des musées et on explique, voilà, ce monsieur a complètement perdu le sens des décisions et est devenu assez froid. Jusqu'en dans les années 1990, où un célèbre neuroscientifique qui s'appelle Antonio Damasio se dit mais comment ça se fait que ce personnage a comme ça changé du jour au lendemain d'intention émotionnelle et de prise de décision. Et donc il récupère le crâne et avec la technologie de ces années-là, qui était nettement plus avancée que celle des années 1850, d'abord parce que, un, on a la technologie, et deux, parce qu'on a une meilleure connaissance du cerveau qu'on ne connaissait pas avant donc dans les années 1850. Et grâce à l'imagerie, il reconstitue avec précision la trace, le chemin que la barre de fer a pris dans le cerveau de Phineas Gage. Et qu'est-ce qu'il détecte? Il trouve que la barre de fer a lésé la partie où sont logées les émotions. Antonio Damasio est un grand scientifique, hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu dans le monde entier pour ses travaux et il met en évidence, est-ce qu'il y aurait un lien entre prise de décision et émotion? Puisqu'on a bien vu qu'après l'accident, il n'avait plus aucun sens de la décision cohérente. Et donc, Damasio travaille sur ces sujets-là. Si ça vous passionne, vous pouvez toujours aller lire son livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, un excellent livre dans lequel il explique tout ça. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage, il parle d'un patient, parce que Antonio Damasio est à la tête d'un grand centre de neurosciences en Californie, et il reçoit un jour un patient qu'il a prénommé Elliot dans son ouvrage. Et pourquoi ce patient atterrit dans les services d'Antonio Damasio? Parce que c'est un patient qui avait été opéré du cerveau parce qu'il avait un cancer. Et pour éviter que le cancer se disperse, les médecins avaient enlevé un petit bout, lui avaient enlevé la tumeur dans le cerveau. Et après l'opération, ce monsieur Elliot a retrouvé son job. Son job, c'était archiveur, archiviste, je ne sais pas comment on dit, c'est quelqu'un qui archivait des documents, du papier, on est dans les années 1990, hein, donc on archive encore du papier, des dossiers, etc. Et après l'opération, ce Elliot pouvait rester 2 heures devant une armoire sans savoir où classer tel ou tel document. Et donc, on l'envoie dans le centre d'Antonio Damasio pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, on s'aperçoit que finalement, cette personne
plus aucune émotion. On lui met des électrodes partout, on lui montre des scènes de crime, d'horreur, de sang, etc. Aucune réaction émotionnelle. Et pendant des années, Damasio a travaillé là-dessus. Mais pourquoi tout ça à ce stade-là et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que, entre-temps, bien sûr, la technologie, la science a évolué et aujourd'hui, on est pratiquement certain que émotion égale prise de décision dans la majorité des cas. C'est-à-dire dans 60 à 70% des cas, c'est une émotion qui guide nos prises de décision. Et donc, moi, quand j'ai découvert ces travaux d'Antonio Damasio, quand j'ai découvert ce lien étroit entre émotion et prise de décision, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans l'univers du business. Et donc je me suis dit que quand on est en relation client, que ce soit avec un prospect ou avec un client, il faut être en capacité d'aller chercher de l'émotionnel, d'aller déclencher une émotion chez le client pour qu'il puisse mettre en œuvre ce levier de décision que j'attends à la fin d'un entretien, c'est « OK, je vais travailler avec vous ». Donc, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut impérativement qu'on structure notre approche commerciale centrée sur les émotions des clients. Il faut être donc en capacité d'aller chercher ces émotions, d'aller les titiller, d'aller questionner le client pour qu'il vive une émotion particulière. Et à ce moment-là, on sait qu'on pourra ainsi obtenir des prises de décision beaucoup plus rapides et surtout des prises de décision en notre faveur. Voilà à ce stade. Alors, je vous laisse un petit peu en suspens parce qu'on reviendra sur cette thématique. Je voulais poser les bases d'abord pour vous faire comprendre pourquoi on va chercher de l'émotionnel aujourd'hui. Pourquoi l'intelligence émotionnelle a pris une place très importante dans la relation client, des sujets qui n'existaient pas il y a encore quelques années. On parlait de produits, on parlait de technicité d'un produit, on parlait d'une offre, des solutions, on parlait des avantages, mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, on va le voir, la majeure partie des business qui fonctionnent sont des business qui sont initiés par cette démarche purement émotionnelle. Et donc, bien sûr, je vous dirai dans la partie 3 de ce webinaire comment aller chercher, bien sûr, de l'émotionnel chez vos clients. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. D'accord, parfait. Donc, à partir de là, avant de revenir sur sujet émotionnel, un peu de structuration et un peu d'organisation. D'accord? Pendant des années, et moi encore, je le vois aujourd'hui quand je fais des missions chez mes clients, quand je suis sollicité soit pour du conseil, pour de l'accompagnement, etc. Qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que les commerciaux, les responsables commerciaux, les directeurs commerciaux me parlent de chiffres, me parlent de produits, me parlent de solutions, me parlent de tout ça. Or, toutes les enquêtes récentes qui sont faites en B2B, vis-à-vis de dirigeants d'entreprise, DAF, DRH, peu importe, CODIR, donc les têtes pensantes d'une entreprise, quand il s'agit de prendre des décisions, eh bien, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que dans une récente étude qui a été faite par Capgemini, que en fait, ils estiment que seuls 10% des clients estiment que les commerciaux comprennent leurs problématiques business. Ça veut dire qu'on a du chemin devant nous. Hein. S'il n'y a que 10% qui pensent que les clients comprennent les problématiques commerciales, ça veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de chemin. Et donc, ce qu'aujourd'hui le client attend, et ça c'est très important ce que je vais vous dire, ce que le client attend aujourd'hui, c'est que vous ayez une expertise sur son métier et son secteur d'activité. C'est toujours une connaissance plus fine de ses clients, de ses prospects. Il faut aller chercher l'information, c'est qui ce client, pourquoi il fonctionne comme ça, quel est son ADN, quel est son métier, quel est son secteur d'activité, quelles sont les perspectives de son secteur d'activité, quelle est la stratégie de ce client. Plus on va aller fouiller, on va aller chercher, on va s'intéresser au client, plus on aura des chances de l'emporter. Si on associe en plus cette démarche centrée client à la démarche émotionnelle, normalement, on a plus de chances de faire du business. En clair, arrêtons de penser produit et allons vers une pensée client. En clair, passer d'une orientation produit à une orientation client. Donc, voici quelques conseils que je souhaite vous donner. Donc d'abord, déplacer le curseur de votre approche commerciale vers la réelle finalité du client et du prospect. D'accord? L'approche traditionnelle qui vise à
méritez vos produits, regardez, on a ça, on est comme ça, on argumente, on est les plus beaux, magnifiques, les plus beaux, extraordinaires, les plus forts. Ça ne fonctionne plus. En tout cas, ça fonctionne moins bien que ça fonctionnait avant. Je ne dis pas qu'on ne continue pas à faire de la vente comme ça, mais c'est une vente quand même qui aujourd'hui a une méthode de vente assez old school finalement. On verra. Moi, j'ai conçu pour des clients des méthodes d'approche globale en intelligence émotionnelle sur des clients B2B. Sur des dirigeants, des DAF, des DRH, des personnes qui sont importantes dans un codir. On arrive mais il y a une approche, il y a une méthodologie. On ne peut pas comme ça le faire sans, je dirais, en continuant à être centré sur soi, sur son produit, sur son offre, sur les avantages que procure ce produit, plutôt que sur le client. Ça veut donc dire que la connaissance du secteur d'activité est fondamentale. L'actualité de l'entreprise est fondamentale. On ne peut pas aller en rendez-vous sans identifier, sans connaître une seule fois dans le détail des sujets qui peuvent vous sembler éloignés de votre produit, de votre environnement, mais qui sont super intéressants à comprendre et vous allez vite. Je vais vous démontrer par A plus B comment on arrive à rentrer chez des clients alors même qu'on ne les connaît pas, ou des prospects alors qu'on ne les connaît absolument pas, tout simplement parce qu'on a une approche, une communication qui n'est absolument pas celle d'un vendeur qui propose des produits, qui propose une gamme. D'accord? Donc, moins vous parlerez de vous, moins vous parlerez de votre entreprise, de vos produits, moins vous aurez de l'ego, moins vous parlerez de vous, plus vous aurez des chances d'obtenir des rendez-vous et bien sûr du business. Pour vous l'illustrer, je vais vous montrer, je vais vous projeter dans les minutes qui suivent une diapositive. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir, je dirais, un planning assez chargé, assez rempli, et c'est vrai que j'ai la chance maintenant d'avoir une certaine notoriété où voilà, on vient me chercher très naturellement et j'ai de moins en moins le temps de faire de la prospection. Pour autant, il y a encore 1 an ou 2 ou 3, j'en faisais un petit peu, et je vais vous montrer un mail que j'ai envoyé à une filiale de Bolloré. Que j'ai dit tiens, je vais les démarcher. C'est une boîte qui s'appelle WeFirst. Alors, je vous montre le mail que j'ai envoyé. Le mail, je l'ai envoyé le 9 mars à 10h39. C'est un prospect pur. Hein, c'est un prospect que j'ai récupéré sur un listing. On ne se connaissait absolument pas. D'accord? Donc, alors c'est écrit en tout petit. Hein, c'est vrai que éventuellement, vous pouvez l'agrandir, vous savez, sur Teams, vous pouvez agrandir éventuellement la diapositive. Mais en clair, c'est quoi? WeFirst est une entreprise spécialisée dans l'installation de Wi-Fi dans des bâtiments. Ils sont même très innovants. Lorsque vous allez faire vos courses, par exemple, dans une grande surface, vous allez à Auchan, vous allez à Carrefour, ils ont des petites étiquettes, vous savez, digitales. C'est-à-dire que le prix se met à jour automatiquement. Et bien, tout ça, WeFirst le fait. Hein, c'est fait par Wi-Fi. Le chef de vente ou le chef de rayon peut tranquillement de son bureau mettre à jour des prix et c'est automatiquement mis à jour dans le rayon où est le produit. Les biscuits sont à tel endroit, hop, le prix bouge automatiquement. Ça, c'est aussi WeFirst qui est capable de le faire. Si vous arrivez à lire ce qui est dans mon mail, vous vous apercevrez que dans l'intitulé, dans l'objet du mail, à aucun moment, je parle de moi, de mes activités, de mes solutions. À aucun moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé un peu fouiller sur Internet et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'il y avait une étude de marché sur justement le marché des réseaux mobiles en intérieur. Bon, j'ai regardé, j'ai fait 2-3 recherches sur Google, j'ai quelques techniques de recherche assez intéressantes sur Google. Hop, je tombe sur une étude de marché. Je me dis, bon, intéressant. Oh, je la regarde parce que personnellement, moi, je ne connaissais rien. Enfin, dans l'univers de WeFirst, je ne connais pas ces activités. J'ai été voir le site, j'ai été voir leur actualité, j'ai été voir ce qu'ils font et j'ai été voir le secteur d'activité. Et comment j'ai structuré mon mail? La connectivité sans fil en intérieur, un marché de taille, mais sous-développé. En clair, j'ai marqué entre parenthèses étude de marché. Vous pensez bien que quand vous envoyez un mail comme ça, qu'est-ce qu'il va faire votre interlocuteur? Ben, il va l'ouvrir. Il va l'ouvrir. C'est sûr qu'il l'ouvre. C'est pas marqué demande de rendez-vous, produit machin ou telle entreprise. Il va l'ouvrir parce que ça le concerne, parce que c'est centré sur lui. Alors bien sûr, je lui ai joint l'étude de marché, voilà, et j'ai structuré le mail en 3 parties.
Enfin, il y en a même une quatrième, mais il y en a 3 principales. Première étape de mon mail, je parle de lui. Je parle de son secteur d'activité. Hein, vous voyez, je vous le lis ici, comme c'est écrit en petit. Selon une étude de la Banque des Territoires, le marché des réseaux mobiles intérieurs, dont la taille pourrait atteindre en France 1 milliard d'euros annuel, n'est développé qu'à seulement 1% aujourd'hui. Pionnier de l'approche Wi-Fi as a Service, WeFirst se place dans une démarche d'innovation continue et faire du Wi-Fi le socle technique de la transformation digitale de ses clients. C'est un mix de ce que j'ai trouvé sur le site et un mix de ce qu'il y a dans l'étude de marché. 2 lignes. 2 lignes. Deuxième ligne, je parle de moi. Alors, à l'époque, j'avais une structure qui s'appelait Up Strategy. C'était une structure parallèle à Changing Up. Parce qu'aujourd'hui, j'étais déjà à la tête de Changing Up, mais j'avais monté une petite structure en parallèle qui s'appelle Up Strategy avec un associé. Et donc, en parallèle, depuis plusieurs années, Up Strategy, cabinet de conseil, coaching et formation, accompagne les changements disruptifs et continus dans de nombreux secteurs d'activité, Orange, FH, etc. On travaille pour plusieurs clients. Bref. Donc, un premier paragraphe où je parle de lui. Un deuxième paragraphe très court, une phrase où je parle de moi, et un troisième paragraphe très court où on va parler de la valeur ajoutée commune que l'on peut avoir à travailler ensemble. Nous pensons que notre expertise et notre valeur ajoutée constituent une complémentarité aux transformations que vous accompagnez auprès de vos clients. Et bien sûr, on propose des créneaux de rendez-vous. Regardez, j'ai envoyé le mail à 10h39. Il m'a répondu à 10h51 en me proposant un rendez-vous. D'accord? Donc, j'ai une certitude, c'est que je dirais en structurant des mails de cette façon-là, on a beaucoup plus de chances, en tout cas, d'être lu, que le client se soit projeté sur le prospect. C'est un prospect, hein, je ne le connaissais pas, hein, vraiment jamais entendu parler. Voilà, c'est juste dans le listing, j'ai regardé, tiens, intéressant, je vais lui écrire. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle un mail toi, moi, nous. Toi, moi, nous. Voilà, c'est toi d'abord, je parle de toi d'abord, après je parle un petit peu de moi, et après on parle d'ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chose intéressante. Bon, là c'est un autre mail que j'avais construit pour un de mes clients. Voilà, donc c'est des mails toi, moi, nous, toi, moi et nous. D'accord? C'est une première approche, c'est une façon de structurer une approche commerciale que je trouve particulièrement pertinente. Alors, là j'ai eu la chance, il m'a répondu. Ce qui fait qu'on a noué contact et ensuite on a regardé ensemble ce qu'on pouvait faire. Bien. Mais il se pourrait que vos interlocuteurs ne réagissent pas aussi facilement qu'a réagi Monsieur Garand de WeFirst. Alors, pas de problème. Voici quelques règles. Je vous ai parlé de structuration. De la prospection, ça se structure, d'accord, ça s'organise. Premièrement, les mails, donc ce sont des mails centrés clients. On l'a vu, ce n'est pas des mails où vous parlez beaucoup de vous, très peu. La règle des toi, moi, nous. Alors, avec des propositions de rendez-vous. Les mails, vous les envoyez le matin, s'il vous plaît. 9h30, 10h, 10h30, allez, 11h. À votre avis, pourquoi ce créneau? Qu'est-ce qui fait que c'est un créneau intéressant, ce sujet-là, ce créneau-là du matin, à votre avis? Est-ce que vous avez une idée? Je dirais par habitude peut-être d'ouvrir ses mails quand on commence sa journée et donc de structurer un peu son emploi du temps aussi en fonction des mails qu'on a reçus et cetera et de pas avoir un planning déjà plein. Exactement. Qu'est-ce que vous faites vous le matin? Bon, je sais qu'aujourd'hui avec les smartphones, on a tous nos mails en direct, sur nos téléphones portables, c'est vrai. Mais pour autant, le matin, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre les mails et on les traite. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'embêter à 8h30, à 9h, il ne faut pas l'embêter avec ça. Il n'aura pas le temps de penser à la prospection, quelqu'un qui le démarche, etc. Laissons-le démarrer sa journée. Laissons-le traiter les mails d'urgence de la matinée, des choses qui sont tombées dans la nuit ou la veille qu'il n'a pas eu le temps de traiter. Il va les traiter le matin. Ce qui fait qu'une fois qu'il aura géré sa boîte mail le matin, à partir de 10h, il sera en fil continu sur son mail. Et donc, il va le voir arriver. Et il va voir votre objet de mail qui n'a rien à voir avec la vente d'un produit ou la proposition d'un rendez-vous. Il verra tout de suite, tiens, ça me concerne, c'est quelque chose qui me touche, c'est mon secteur d'activité, c'est une étude de marché, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il va l'ouvrir, votre mail. Il va l'ouvrir. Et donc, au moins, j'ai la certitude qu'il va l'ouvrir. Et surtout, s'il vous plaît, envoyez des mails le mardi, mercredi, jeudi. Ne jamais les envoyer le lundi, ni le vendredi.
Alors pourquoi? Parce que c'est très simple. D'abord le lundi, parce qu'on a généralement énormément de choses à caler pour la semaine. On a les urgences de la semaine à traiter. On n'a pas trop l'esprit ouvert à gérer les demandes de prospection à la première heure le lundi. Donc laissons courir le lundi, laissons nos interlocuteurs organiser leur semaine, et ensuite tranquillement le mardi, on sera déjà dans une démarche où ça y est, le run a commencé, la semaine a commencé, et on sera beaucoup plus ouvert éventuellement à échanger sur le sujet. Et pas le vendredi. Parce que si vous envoyez un mail le vendredi, le problème c'est que j'ai espoir que vous fassiez des relances rapidement. Une relance doit être faite au plus tard le lendemain. Quand je dis relance, c'est relance téléphonique. D'accord? Si vous envoyez un mail, il faut que le lendemain vous puissiez appeler. Alors pour une raison très simple, c'est que si les dirigeants d'entreprise, les DAF, ou je ne sais pas, vos interlocuteurs, les acheteurs, je ne sais pas qui sont vos interlocuteurs, s'ils sont comme moi, qui reçoivent entre 100 et 150 mails par jour, vous comprenez bien que votre mail, si vous le rappelez une semaine après, il y en a 700-800 mails qui sont passés devant le vôtre. Et quand vous allez le rappeler une semaine plus tard, vous dire ah oui, ah ouais, il me semble que j'avais vu un truc comme ça. Mais écoutez, renvoyez-moi le mail. Et là, on a perdu une semaine. On a perdu une semaine et on a encore perdu du temps parce que du coup, on n'a toujours pas notre rendez-vous, on n'a toujours pas capté son attention. D'accord? Donc, quand on envoie un mail, on relance le lendemain. Or, si j'envoie le mail le vendredi, bon, bah, je ne peux pas relancer le samedi. D'accord? Donc on évite le vendredi. Donc, on privilégie le mardi, le mercredi, jeudi, et de préférence la matinée. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait, moi. Et quand j'ai envoyé le mail, je l'ai envoyé, je devais être, je ne me rappelle plus, il était quelle heure? Il était 10h39. Voilà, je l'ai envoyé à 10h39. Moi, vous savez, je suis très... Oui? Je me permets juste de t'interrompre parce que je vois que Séverine a une question. Elle Oui. lève la main, du coup. Oui, parce que j'ai pas en fait en vision le Pas hop, de oui. problème, je Ça- remonte les questions, mais Ok, Séverine, Séverine, n'hésite pas à aller ouvrir ton micro. Oui, Séverine, oui. Alors en fait, j'écoute. j'ai plutôt 2 petites questions. Bien sûr. La première, c'est sur la partie rendez-vous. Vous conseillez de mettre date et créneau. Est-ce que vous conseillez plus de vraiment mettre la date et le créneau, ou le lien vers l'agenda pour que la personne puisse prendre rendez-vous quand elle le souhaite? Parce que là, vous avez présenté une disponibilité de créneau avec une date et quelques horaires, et du coup, je me demande, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que, par exemple, la personne va avoir tendance à plus répondre aux mails directement si elle a sous les yeux un créneau, plutôt qu'à aller cliquer sur un lien qui renvoie vers quelque chose pour aller réfléchir à la disponibilité? Alors, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet, OK. soyons clairs. En revanche, j'ai un ressenti qui est à l'ère aujourd'hui où on reçoit beaucoup de mails et il y a beaucoup de problématiques de sécurité, de piratage, de cyberattaque. Ouais. Est-ce que le prospect qui vous connaît pas dans l'IDEV sera enclin à dire je clique sur le truc pour prendre le rendez-vous? OK. Voilà, c'est ma première impression. OK. Et ma deuxième petite question, c'était concernant du coup l'intitulé de l'email, le Oui, titre, oui, où vous conseillez du coup de mettre quelque chose qui est très centré sur lui et qui oui, du coup un peu ne dit pas quel est le fond du oui, mail. Est-ce que oui. ça a pas un côté un peu mensonge, enfin entre guillemets, et du coup qui peut desservir la cause, parce que du coup la personne enfin, dans le sens où quand elle va Oui, l'ouvrir, elle va je se dire: «Oh là comprends, là, mais en fait c'est que du commercial, ils ont je essayé de comprends. m'avoir», enfin entre guillemets, «ils ont essayé de m'avoir», quoi. Bah, en fait, moi, je me suis tout simplement basé sur ce que pensent aujourd'hui les dirigeants, enfin les personnes qui prennent des décisions Mmh. dans les entreprises, qui ils veulent que la démarche commerciale soit une démarche où on s'intéresse à eux, on s'intéresse à leur Oui. secteur d'activité, on s'intéresse à ce qu'ils font. Donc, clairement aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire qu'au contraire, c'est plutôt un atout. C'est pas Ouais. un emailing de masse qui a Oui. été envoyé pour dire regardez, on est les plus beaux, les plus forts. Là, on Mmh. voit bien qu'il y a du travail qui a été fait. On voit qu'il y a une recherche qui a été faite. On voit qu'on s'est intéressé à l'entreprise. On voit qu'on s'est intéressé à son secteur d'activité. Et puis, on sent que vous maîtrisez le sujet. Moi, sincèrement, je suis sûr que l'impression que j'ai donnée à M. Garand quand je lui ai envoyé ce mail, c'est qu'il a dû se dire ouais,
ils connaissent quoi, ils connaissent nos secteurs d'activité quoi. Ils ont les Ouais. études de marché, etc. Donc j'ai clairement donné l'impression d'être un professionnel et je pense au contraire que ça sert à la démarche commerciale plutôt que ça ne la dessert. Ok, merci. Du coup là je garde un œil sur le sur le Teams. Alors du coup plusieurs hypothèses qui sont les suivantes. Oups, je vais peut-être si je veux avoir une vision sur le Teams, il faut que je fasse une petite manip. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, plusieurs hypothèses. Soit il accepte le rendez-vous, comme ça a été le cas pour moi, hein, ce qui était quand même, il faut quand même se le dire, c'est pas quand même 100% des cas, hein, d'accord. Soit il y a un refus de rendez-vous, ce qui est assez rare. C'est rare qu'il écrit, il faut dire non, merci, ça ne m'intéresse pas. Moi, je l'ai eu une fois, ça. Je l'ai eu une fois. Ou carrément, la personne m'a répondu, non, écoutez, arrêtez, ça ne m'intéresse pas, etc. Bon, j'ai quand même eu le rendez-vous 3 mois après. Hein. Mais voilà, parce que j'ai un peu insisté derrière. Ou pas de réponse. Ça, c'est majoritairement ce que vous risquez d'avoir. Pas de réponse. D'où, d'ailleurs, la relance téléphonique le lendemain. Alors, s'il n'y a pas de réponse, enfin, s'ils refusent le rendez-vous, s'ils disent, voilà, moi, écoutez, ça ne m'intéresse pas, je relance un mail. Quand même. Parce que je considère aujourd'hui que c'est pas parce que tu me dis non que c'est un non définitif, quoi. Et donc, je dis, écoutez, voilà, je comprends, merci déjà d'avoir pris connaissance de mon mail, etc. Je choisis un autre axe d'attaque, un peu différent, sur peut-être l'actualité de l'entreprise ou sur un sujet plus généraliste, etc. Et puis, je vois, est-ce qu'il répond à ce second mail ou pas? S'il ne répond pas, alors soit il accepte, soit il n'y a pas de réponse. Et à ce moment-là, je prévois peut-être une relance dans 2 ou 3 mois. Soit, en tout cas, je lui envoie un troisième mail de remerciement en disant, écoutez, merci, voilà, et à la prochaine. Mais c'est vrai que j'ai pour habitude de dire, et là vous m'entendrez souvent parler de ça, si on a l'occasion de se recroiser, moi j'ai un truc qui s'appelle occuper l'espace commercial. Je considère qu'aujourd'hui, il faut occuper l'espace commercial. Ça veut donc dire qu'il faut être présent. Il faut montrer qu'on existe. Je ne vous les ai pas mis dans ce webinaire parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a des statistiques qui démontrent aujourd'hui que si on relance tous les mois, en envoyant un petit mail, une présentation, un petit quelque chose, etc., on a plus de chances d'être sollicité au 7e mail. Il y a SideTrade qui a fait une étude de marché sur le sujet et qui a démontré que, à force de montrer qu'on occupe l'espace, eh bien, à un moment donné, il y a une réaction qui se met en œuvre et les personnes, tiens, ouais, pourquoi pas, tiens, ils sont réguliers, ils m'envoient régulièrement des choses, je vais les contacter. D'accord? Donc, les chances d'être contacté au 7e mail sont plus importants que dans les mails précédents. Je crois que le seuil le taux de retour est de 24%, je crois, au 7e mail, ce qui est quand même pas mal. Si on envoie 10 mails, on sait qu'il y en aura peut-être 2 ou 3 qui vont répondre au 7e mail. Donc voilà, juste pour vous illustrer sur ces sujets-là. Alors, par contre, s'il n'y a pas de réponse, ce qui est souvent le cas, d'accord? Ce qui est majoritairement le cas. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs en disant que tous les mails que vous allez envoyer vont avoir un retour. Bon, si vous avez le numéro de téléphone du décideur, il faut appeler tout de suite, d'accord? Enfin, le lendemain, à J+1. Vous appelez à J+1. Si vous arrivez à l'avoir, bon, à ce moment-là, voilà, il y a un échange qui se crée. Enfin, le contact est établi. Donc, soit il accepte le rendez-vous, soit il le refuse. Mais ce n'est pas grave, vous l'avez eu. Vous avez échangé avec lui. Il y aura une force de conviction à vous de montrer que vous êtes les meilleurs et que ça nécessite de vous rencontrer. Alors, là encore, il y a un discours téléphonique à avoir, hein, il y a une façon d'amener le sujet qui est plus centré là encore sur le client que sur vous, mais bon, voilà, c'est des sujets qu'on pourra traiter ultérieurement. Et donc, il peut vous dire non, écoutez, ça ne m'intéresse pas. À ce moment-là, je lui envoie un petit mail. Écoutez, je vous remercie pour votre disponibilité. On a échangé aujourd'hui par téléphone. Un grand merci. Voilà. Et puis, je mets de côté, puis éventuellement, je relancerai dans 2 ou 3 mois. Je lui enverrai un petit mail de temps en temps pour savoir comment il va. Soit je n'ai pas le numéro de téléphone parce que là, je ne sais pas comment vous travaillez. Je ne sais pas si vous avez des bases de données. Je ne sais pas si vous avez des interlocuteurs, enfin, si vous avez des bases de données fiables avec des numéros de téléphone. Du coup, si vous n'avez pas si vous n'arrivez pas à l'avoir, à chaque mail non abouti, vous appelez par exemple le standard, vous appelez, je ne sais pas moi, et vous n'arrivez pas à l'avoir, à ce moment-là, envoyez-lui un mail. Disons, voilà, j'ai essayé de vous joindre aujourd'hui, en vain. Oui, Mireille, j'ai vu que vous aviez levé la main.
Oui, ce serait quoi le discours téléphonique à utiliser pour une Bah, relance? alors, j'ai une trame, qui est une trame en 3 étapes. Alors, déjà, quel est l'objectif du rendez-vous téléphonique? L'objectif du rendez-vous, c'est d'obtenir un rendez-vous physique ou en visio. Ou en visio, parce qu'aujourd'hui, on peut très bien, je dirais, fonctionner soit à distance, soit en face à face. Mais le but de l'appel téléphonique, c'est le rendez-vous. Donc, il faut rester focus sur le rendez-vous et ne pas trop parler de votre offre, de vos solutions. C'est montrer surtout toujours le lien qu'il peut y avoir entre lui et vous. Vous êtes un spécialiste de ceci, vous êtes leader là-dessus, vous avez votre ADN, c'est ça, vos valeurs, c'est ceci, ça tombe bien, c'est les miens aussi. Moi aussi, j'ai nos offres, nos solutions sont totalement en phase avec la façon dont, voilà, donc toujours créer un lien entre l'entreprise et vous, mais surtout mettre en valeur le fait que, je prends un exemple, là, tout récemment, on m'a demandé d'accompagner des assureurs sur du B2B, et ils travaillent avec des DRH, des DAF, des dirigeants. Je me rappelle, il y avait un client dans le BTP, il construisait des archives dans l'Isère, je crois. C'était un bâtiment de haute technologie. Et donc, dans l'appel téléphonique, on lui a dit, écoutez, vous me confirmez que c'est bien vous. J'ai vu des articles dans la presse, j'ai vu que vous construisiez les archives de l'Isère. C'est un bâtiment à haute technologie parce qu'il y a du poids, c'est du papier, donc c'est des archives papier, donc avec une certaine. Et donc la discussion est partie là-dessus avec le prospect. Il dit mais ça tombe bien parce que nous, on assure ces chantiers à haute technologie qui ont effectivement voilà, des particularités, des spécificités qui font que bah, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir assurer ce type de chantier. Et si on partageait notre expérience sur ces sujets-là et qu'on se rencontrait pour évoquer, vous, comment vous assurez ces chantiers et nous, comment on les assure également. Et le client on n'y est pas là en disant, écoutez, je vais vous rencontrer parce que je vais vous proposer un contrat à responsabilité civile. Et puis, je vais vous proposer, on va parler de vos salariés, etc. Enfin, non, 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 non. Plutôt le rôle conseil, plutôt le rôle voir comment vous faites et moi, comment je fais. Et le client a accepté le rendez-vous. Enfin, le prospect, c'était un prospect. Il a accepté le rendez-vous. On a axé vraiment la démarche sur le prospect et les points communs qu'il peut y avoir entre ce prospect et vous, en l'occurrence. Voilà, donc à chaque fois que vous avez un appel non abouti, vous envoyez un petit mail. J'ai essayé de vous joindre aujourd'hui en vain. Moi, je le fais systématiquement, ça. Dès que j'arrive pas à voir la personne, j'ai essayé de vous joindre aujourd'hui en vain pour lui montrer que je suis présent, que je suis là. Tu sais pas que je t'ai appelé, mais je te le dis, d'accord? Je te le dis par mail, je te précise là-dessus. Alors, si vous n'avez pas le téléphone de votre interlocuteur décideur, bon, bah, il faut renvoyer un mail, hein, un deuxième mail, et puis un troisième, et puis voilà. Puis à un moment donné, on va arrêter, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà. On envoie une fois, on envoie 2 fois, on envoie 3 fois. Bon, à un moment donné, voilà. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, mais voilà. Mais en tout cas, vous avez, enfin, pour conclure sur ce sujet-là, vous comprenez qu'il y a de la structure à avoir. Il y a de l'organisation. Ça veut dire qu'il y a une phase de préparation très importante où il faut se documenter sur l'entreprise, sur le secteur d'activité. Ensuite, il faut se dire, tiens, comment je vais communiquer avec lui? Qu'est-ce que je vais mettre en avant pour le séduire, pour lui donner envie, centrer client, lui parler de lui, envoyer ce mail, faire la relance le lendemain, c'est structurant. J'envoie pas le mail si le lendemain, je ne peux pas appeler. Si le lendemain, je suis toute la journée en rendez-vous et le lendemain, je suis déjà pris sur d'autres sujets, j'envoie pas le mail la veille. Je ne l'envoie pas. Ça n'a pas de sens d'envoyer un mail si le lendemain, vous n'êtes pas sûr de pouvoir appeler. D'accord. Ensuite, il faut l'appeler, il faut le relancer, il faut lui renvoyer un mail. Voilà, enfin, c'est vraiment de la structuration. Et moi, je suis structuré. Alors, vous avez certainement un CRM peut-être, ou je sais pas, ou un Outlook, ou quelque chose qui vous permet de garder en mémoire les relances que vous devez faire tous les mois. Moi, j'ai un CRM qui me permet de me dire, voilà, tiens, 13 février 2024, Marc, il faut que tu relances tel client, tel prospect que tu as contacté il y a un mois et pour lequel il ne s'est rien passé. Allez, je vais lui renvoyer un petit quelque chose, je vais lui renvoyer un petit mail, un article que je trouve dans la presse, intéressant sur son secteur d'activité. Voilà, pour lui montrer que je suis là, je suis présent et que je maîtrise le sujet. Voilà. Je me suis structuré de cette façon-là. La prospection, le démarchage, la relation client, le développement commercial, ça s'organise.
ça se structure. Mais revenons aux émotions. Revenons à cette partie que j'ai évoquée tout à l'heure sur l'intelligence émotionnelle. Bien. Alors, vous avez de l'expérience, je m'en doute, vous ne m'avez pas attendu pour aller rencontrer des prospects, pour rencontrer des clients, pour échanger avec eux. Moi, je le fais régulièrement. Je suis en coaching terrain très souvent avec des commerciaux, avec des responsables commerciaux, des chefs de vente, des directeurs commerciaux. On est souvent sur le terrain, on les accompagne voilà, sur certains sujets. Et on est là en coach, on les accompagne sur quel discours allez-vous mettre en avant pendant votre entretien. Et là encore, j'ai été sollicité. J'ai la chance de pouvoir, là, j'ai NJ qui m'a sollicité pour accompagner des commerciaux justement en B2B. C'est NJ version entreprise et collectivité, où justement, ils ont compris qu'aujourd'hui, ils ont du mal à rentrer. L'énergie est un secteur très concurrentiel. Ils ont du mal à rentrer auprès de certaines entreprises. Et on va travailler avec eux sur la façon dont on doit aller attaquer l'entretien et de quelle façon on doit aborder le client lorsqu'on a le rendez-vous ou le prospect lorsqu'on a le rendez-vous. Et ce qu'on s'aperçoit traditionnellement, c'est qu'il faut arrêter de parler des besoins. Parler des besoins, c'est terminé ça. Les besoins, c'est une démarche commerciale d'un temps qui a fait son temps et qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, il faut parler motivation. Qu'est-ce qui motive quelqu'un? Qu'est-ce qui motive un de vos clients à détecter un besoin et du coup lui apporter des solutions? Eh bien, c'est très simple, il y a deux registres. Il y a la peur ou le plaisir. C'est deux registres émotionnels qu'il faut aller chercher auprès de vos clients. Je voudrais juste apporter une précision. Il y a souvent une grande confusion quand on parle d'approche émotionnelle et d'intelligence émotionnelle. On me dit « Ah non, mais moi, je suis convivial avec mes clients ou avec mes prospects. Quand j'arrive, je suis souriant, je vois une photo dans leur bureau, je ne sais pas, des enfants ou je ne sais pas, de New York. Ou je dis « Ah, vous êtes allé à New York, c'est bien. » Non, ça, c'est de l'empathie, ça. Ça, ce n'est pas de l'émotionnel. En tout cas, c'est de l'empathie, ça fait partie de… Voilà, je dirais du relationnel que l'on doit avoir avec nos prospects, nos clients, histoire de créer, je dirais, une ambiance plutôt agréable. Mais moi, ce n'est pas ça que je recherche. Je recherche déclencher l'envie d'aller plus loin avec mon client. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille titiller, faire peur ou faire rêver, à travers toute une série de questionnements. On a construit une batterie de questions qui permettent d'aller chercher ce qui motive un client. Alors, pour vous illustrer cette différence entre motivation et besoin, je vous donne quelques exemples qui sont très simples. Le besoin, c'est ce qui est perçu comme nécessaire. Les motivations, c'est ce qui pousse l'individu à agir. Je vais prendre un exemple qui est par exemple le vôtre, d'accord? Très souvent, la presse, la télé, on nous dit oui, il faut la retraite, attention, la retraite à 64 ans, on va avoir moins d'argent, enfin, on fait peur, d'accord? Et donc, il y a deux solutions d'aborder le sujet. Moi, ça m'arrive d'avoir également un petit peu à faire de B2C. Je fais du B2B, mais je fais un petit peu de B2C. Notamment, j'ai la chance d'accompagner des gestionnaires de patrimoine en banque qui rencontrent des clients voilà, pour leur vendre des produits, retraite, prévoyance, assurance vie, etc. Et on leur a construit toute une batterie de questions. Ils nous ont demandé de travailler sur le sujet. On leur a construit toute une batterie de questions. Et par exemple, pour la retraite, on leur a dit, c'est très simple. Quand vous avez un client en face de vous, dites-lui, écoutez, monsieur le client, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour de travail. Ça y est, vous êtes à la retraite. Comment allez-vous occuper vos 6 prochains mois? Qu'est-ce que vous avez envie de faire que vous n'avez pas eu le temps de faire parce que vous êtes tout le temps occupé et que vous aimeriez faire? Quand on pose ce type de questions, on embarque le client vers un rêve. Ah ben ouais, j'aimerais bien faire le tour du monde, je rêverais de visiter tel pays, tel pays, tel pays. Ok, très bien. Là, ça y est, on a commencé à embarquer le client vers des éléments très rêveurs. Et dans la foulée, on lui dit, ah, ben écoutez, très bien, et comment comptez-vous faire votre tour du monde avec 50% de revenus en moins? Ah, là,
du coup, on souffle un petit peu d'éléments négatifs, d'émotions négatives, là, dire, ah, effectivement, mon tour du monde, là, ça risque de ne pas le faire. Bon, très bien. OK, bah, écoutez, j'ai un objectif. C'est que vous le fassiez, ce tour du monde. Et on va regarder ensemble comment on va le faire. Ça veut donc dire que vous devez trouver auprès de vos clients ce qui pourrait leur faire peur, ce qui pourrait les inquiéter, et dont vous, derrière, vous savez que vous avez des solutions, bien sûr, parce que le fait de poser des questions comme ça, c'est que derrière, vous avez des solutions. Mais c'est poser des questions. Je ne connais pas les produits que vous commercialisez, donc je ne peux pas m'engager là-dessus. C'est pour ça que je vous donne un exemple assez basique et assez généraliste. Mais si vous savez les risques qu'un client a de ne pas prendre votre produit ou de ne pas prendre vos solutions, si au contraire vous savez la valeur ajoutée que ça peut lui rapporter parce que ça va lui dégager du plaisir en fait, c'est plaisir ou peur, d'accord? On joue sur l'émotionnel positif ou l'émotionnel négatif. Et donc, il y a, en fonction des secteurs d'activité, moi j'ai travaillé tout récemment pour de l'énergie renouvelable, qui n'était pas mon secteur d'activité, mais on a travaillé avec eux sur les questions qu'on pourrait poser à des clients là-dessus. J'ai travaillé dans l'automobile. On m'a demandé, je travaillais avec Renault, on a travaillé sur la méthode de vente globale, quelles questions on pose pour amener de l'émotionnel. Enfin bref, on travaille dans différents secteurs et en fonction des produits que l'on a à proposer, enfin que le client a proposé, on calibre les questions et on les construit avec lui. Mireille? Oui, je voulais savoir, est-ce que utiliser aussi le fait qu'on a des partenaires avec qui on travaille déjà, je dirais qu'ils sont assez gros pour pouvoir les mettre sur la table pendant l'entretien, est-ce que ça peut jouer? Alors, j'ai pas très bien compris la question. Donc, c'est déjà des clients, c'est Euh, ça? oui, c'est ça, c'est déjà des clients, disons qu'on travaille déjà avec de grosses boîtes. Est-ce que les mettre sur la table pendant l'entretien peut jouer? Mettre sur la table, c'est-à-dire poser des questions Parler comme d'eux, ça. en fait, dire que je travaille déjà avec telle boîte et j'aimerais travailler Ah, avec vous aussi. alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre Ok, chose. Alors, euh, dans le journalisme, il existe un sujet qui est plus l'événement est proche de chez nous, plus on est oui, impacté. Plus il est éloigné de ok, chez nous, moins il est éloigné. Je vais prendre un exemple un peu horrible, hein, je suis désolé, un peu cynique, mais un pas de souci. un attentat chez nous, Oui, le même attentat se déroule en Inde. Bon, on va en parler, allez, 3 minutes au journal télévisé et peut-être un article dans la presse et le lendemain, c'est terminé. Alors que si oui, c'est le même attentat se déroule chez nous, etc. Donc effectivement, la proximité, le fait que je travaille pour des clients qui vous ressemblent, je travaille pour des environnements qui sont proches des vôtres, oui, ça joue sur l'émotionnel. Ça joue effectivement sur d'accord. l'émotionnel. Alors, ça joue d'autant plus sur l'émotionnel si vous donnez un exemple. Ok, Exemple, voilà, vous voyez, par exemple, sans citer le nom du client, hein, mais moi, ok, voilà, par exemple, je travaille pour un client qui est dans le même secteur d'activité avec vous. Il est arrivé tel événement, tel événement, tel événement, et grâce à ce que nous, on a mis en place, ben, il a pu avancer, et il a pu, voilà, il a gagné du temps, ça a été plus efficace, ça a fonctionné, il a pris des parts de marché, bon, peu importe. Donc, d'accord. citer un client qui lui ressemble, sans le citer, bien sûr, sans donner le nom du client. Et en racontant une anecdote, parce que l'anecdote est très importante. Oui, Voilà, écoutez, mais il est arrivé ça, 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 et puis nous, nous sommes intervenus, on a fait ça, 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 et ça nous a permis de gagner du temps, de gagner des parts de marché, d'être plus efficace, etc. Ça, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle les d'accord. anecdotes. C'est la partie qui va, en fait, ça touche la partie cœur et non pas la partie cerveau, Mhm. en effet. Ok, Ça fonctionne. Donc voilà la différence entre besoin et motivation. La motivation, elle est initiée par une émotion, négative ou positive. Et c'est ça qui génère derrière le besoin. Hein. Donc d'abord l'émotion et ensuite le besoin. Donc nous, il faut qu'on aille chercher le. Voilà. Parce que le besoin, on dit, ouais, non, mais c'est bon, ça, j'ai déjà ce qu'il faut. OK. Alors que si on va chercher de l'émotionnel, on va l'impacter, va se dire, ah, OK, d'accord, il faut peut-être que je regarde alors. Et du coup, il sera beaucoup plus attentif. Donc, aller chercher de l'émotionnel et réaliser une approche globale.
parlez-lui de sa stratégie de développement, regardez comment il fonctionne, comment il se développe, comment il gère. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas vos produits, mais moi, quand je travaille avec des clients en conseil, on construit les questions à poser, on construit la méthode d'approche globale. Là, j'ai un exemple d'approche globale qu'on a fait en B2B pour cet assureur qu'on accompagne depuis 4 ans maintenant. Sur voilà, des problématiques de dirigeants, DAF et DRH, avec voilà, une marguerite de la découverte, une approche globale, et surtout, dans cette période de découverte, surtout, c'est eux qui parlent. Et vous dites rien. Pendant la phase de découverte du client, s'il vous plaît, posez que des questions. C'est tout. Posez des questions, emmagasinez des informations, vous aurez le temps de présenter votre offre, vous aurez le temps de parler de vous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a très peu de temps et donc je ne peux pas tout vous dire en si peu de temps, mais derrière, l'argumentation change complètement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a détecté les motivations du client, ses craintes, ses peurs, ses envies ou ses plaisirs, voilà, derrière, la façon dont je vais présenter mon offre n'est plus du tout la même. Elle change radicalement. Et c'est tout l'art, justement, d'avoir un fil conducteur émotionnel du début jusqu'à la fin de vos relations avec vos clients pour qu'ils se disent « Waouh, l'expérience client que je vis, elle n'est pas tout à fait la même que celle de tel concurrent ou prestataire avec qui j'ai l'habitude de travailler. » Il y a une vraie différenciation, clairement. Je peux vous le dire, on le vit nous régulièrement. Donc, derrière cette approche émotionnelle, donc il y a toute une batterie de questions qu'il faut rédiger, auxquelles il faut réfléchir. Donc, il faut imaginer en quoi votre prospect ou votre client peut-il être impacté émotionnellement, peur, crainte, envie, plaisir. On rédige les questions, on les structure dans une approche globale et ensuite, on travaille sur une argumentation dédiée, spécifique, qui est totalement différente de l'argumentation classique produit que l'on a et qui est d'ailleurs obsolète aujourd'hui et qui n'apporte pas un grand intérêt. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il est 19h25. Alors, je suis allé vite sur certains sujets, mais là-dessus, il y a des choses, il y a des tonnes de trucs à dire et de techniques, de méthodes, d'accompagnement. Enfin, voilà, nous, c'est notre quotidien. Hein, c'est ce qu'on fait tout le temps avec nos clients en permanence. Mais je peux vous dire que, voilà, si j'avais à résumer ça, c'est pensée émotionnelle, pensée centrée client, structurer votre approche commerciale. Et avec ça, vous avez déjà pas mal d'outils qui vous permettront voilà, de remporter un peu plus de business. Alors, il y a un petit bonhomme avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que Camille, c'est Mireille qui s'est souvent exprimée. Je ne sais pas, Lola, Séverine, je ne sais pas si vous avez des questions également à me poser. Voilà. Moi, j'ai suivi, mais j'ai pas d'autres questions. Merci. D'accord, ok, très bien. Je ne sais pas, Séverine? Justement, je suis en train de relire mes notes en même temps pour voir si j'en ai, mais je ne crois pas. Si pour la partie, la dernière partie du coup que vous avez abordée sur l'approche globale, Oui. Ça, c'est plus dans la partie où on commence au moment où on a eu un premier rendez-vous client, où on est toujours dans la partie, enfin, d'un premier rendez-vous avec le prospect, Alors, où on est toujours dans la partie avant, quand on cherche à transformer en rendez-vous? c'est une très bonne question. En fait, il y a l'approche globale prospect, où là, effectivement, elle doit être la plus complète possible, puisque forcément, on ne le connaît pas. Donc, là, forcément, il faut qu'on aborde un maximum de sujets avec lui. Et puis, il y a l'approche globale client. Alors, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'a pas fait le tour, en fait, de nos clients. On n'a pas fait le tour. Là, je dois accompagner 70 commerciaux en B2B. On démarre en avril sur un long parcours stratégique de l'entreprise. Ça va durer 1 an. On va accompagner. Quel est le constat qu'ils m'ont fait? Ils m'ont dit, on a des clients, mais on ne les connaît pas. Je leur ai dit, comment vous ne les connaissez pas? Vous travaillez avec eux? Ouais, mais on ne les connaît pas. Parce qu'ils travaillent avec des grands groupes. Et dans les grands groupes, parfois, il y a des ramifications. Il y a plein de choses. Je dis, mais attendez, est-ce que, à tout hasard, vous avez comment vous allez chercher? Ils ne savent pas faire. Et en fait, ils se contentent, ils sont parce qu'en fait, c'est une entreprise avec plusieurs silos. On en revient toujours à cette problématique de silos. Chacun vend son produit, d'accord? Et en fait, à aucun moment,
on ouvre les chakras pour se dire, mais attendez, ah oui, non, mais en fait, oui, Total. Moi, je travaille avec toi chez Total, mais peut-être que chez Total, il y a d'autres personnes. Ayons une approche globale. Et donc là, on va travailler avec cette entreprise et on va principalement travailler sur leurs clients. On ne va pas travailler sur les prospects. On va essayer de comprendre comment ouvrir le discours à une approche plus globale, parce que l'entreprise que je vais accompagner a d'énormes solutions qui sont différentes, voilà, et qui peuvent intéresser plusieurs interlocuteurs dans l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Donc oui, on peut le faire tous les prospects, mais on peut réinventer la découverte chez nos clients également. D'accord, merci. Je ne sais pas si c'est clair. Si. Et c'était ma seule question, a D'accord, priori. parfait. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je souhaite vous J'ai une remercier. question. Oui, bien sûr. Oui, en fait, je voulais vous montrer un mail que j'ai écrit Volontiers. à un prospect, mais c'est assez délicat, je sais pas si je peux Mais partager ça. non, mais vous pouvez me l'envoyer. Vous ok. me l'envoyez Mais par mail. sinon, ce que je vous propose, c'est je coupe de mon côté l'enregistrement, la visio et on se déconnecte et vous pouvez éventuellement rester 2-3 minutes ensemble si Mireille, tu Super. veux pas forcément le montrer à tout le monde ou sinon par mail. Enfin, c'est comme vous préférez, mais on peut faire Est-ce comme que oui, ça. si je peux me permettre, si c'est possible d'avoir soit un contact par mail ou par LinkedIn ou peu importe, Je pour vais si vous jamais mettre. on a des questions ou autre, Alors, c'est possible? regardez, je vous mets dans la conversation Teams mon mail. Sinon, je suis sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver aussi Marc Fazio sur Super. LinkedIn. Voilà, tac, hop. Voilà, avec grand plaisir, je réponds à vos questions. Si vous avez des questions, vous voulez un petit conseil, bien volontiers, je vous le donne. Justement, j'en profite juste pour une petite dernière question sur votre Oui, avis concernant, parce que là, vous avez parlé du coup de l'approche par mail. oui. Est-ce que c'est une approche voulue parce que c'est ce qui reste le plus pertinent pour une prospection à froid, on va dire? Ou est-ce que on peut adapter et que l'approche par LinkedIn, par exemple, par Instagram, Oui, directement par téléphone ou autre, fonctionne oui. également? Alors, en fait, j'ai choisi de vous montrer la phase la plus compliquée de la prospection. D'accord. Parce que la prospection par la recommandation, par exemple, si on vous recommande, bon, on Oui. vous recommande, c'est facile, hein, et donc ça, c'est beaucoup plus simple. Si on vous présente un jour quelqu'un, tiens, bon, ça, c'est beaucoup plus simple. Sur LinkedIn, c'est encore autre chose. Sur LinkedIn, moi, je fonctionne en 2 temps. Quand une cible m'intéresse, alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, j'ai pour habitude de dire que, alors c'est beaucoup plus compliqué. Si vous avez encore 5 minutes, mais je vous l'explique très, très rapidement, d'accord? Il faut partir d'une cartographie. C'est-à-dire que quand on prospecte, il faut partir d'une cartographie. Vous avez déjà compris qu'il faut s'intéresser à l'actualité de l'entreprise, du secteur d'activité, etc. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi identifier les décideurs et identifier ce que j'appelle moi les facilitateurs. C'est-à-dire que moi j'ai une technique, c'est quand j'arrive pas à rentrer par la porte, je rentre par la fenêtre. En clair, si le décideur, je n'arrive pas à l'avoir parce que j'arrive pas à le contacter, je lui ai demandé une invitation sur LinkedIn, il ne l'a pas accepté, etc. Je vais aller chercher quelqu'un qui, dans la pyramide de l'entreprise, sera peut-être un petit peu en dessous, mais qui peut être un facilitateur pour me faire accéder dans le haut de la pyramide, en tout cas auprès du décideur que je souhaite avoir. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Effectivement, bon, moi je vais chercher des mails, des téléphones, après j'ai des bases de données. On a Hunter, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une base de données où on peut aller chercher des mails, des contacts, etc. Et je demande également une mise en relation sur LinkedIn. En revanche, quand je fais une demande de mise en relation sur LinkedIn, je n'envoie pas de message. Vous savez que quand vous faites une demande sur LinkedIn, vous avez la possibilité de mettre un micro-message. Je ne le fais pas. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de mettre un micro-message, l'invitation n'a jamais été acceptée. D'accord? Donc, j'ai pris l'habitude de ne pas mettre de micro-message. Voilà, j'estime qu'on a peut-être des choses à se raconter, on est dans le même réseau. Tu es un dirigeant, tu es un DAP, tu es un DRH, c'est quelqu'un d'intéressant qui peut m'intéresser. Allez, restons dans le réseau. Là, plus facilement, j'accepte. D'accord? Je laisse passer une semaine, 15 jours. Et si je vois que je n'arrive pas à rentrer par le biais du mail ou du téléphone, etc., je lui envoie un petit message sur LinkedIn.
mais c'est une autre approche. Du coup, c'est pas tout à fait le même type de mail. Enfin, parce que sur LinkedIn, c'est pas vraiment le but, quoi, de faire des longs messages. Hein. Donc c'est beaucoup plus, enfin c'est différent. Surtout, ne vous précipitez pas lorsqu'il a accepté l'invitation. Moi, j'ai horreur de ça. Il y a 3 jours, j'ai accepté une invitation de quelqu'un qui me semblait intéressant. On travaille à peu près sur les mêmes domaines. Enfin, quelqu'un qui avait l'air de partager un certain nombre de choses. C'était quelqu'un qui est dans le domaine de la conduite du changement, qui fait partie de nos cibles. Dès que j'ai accepté, dans l'heure qui suivait, j'avais un message, quoi. Donc là, j'ai dit, OK, le mec, il veut juste me vendre sa cam et ça ne m'intéresse pas, quoi. Et donc, du coup, je ne donnerai pas suite, quoi, à ces sollicitations. Donc, je laisse passer. Je dis, voilà, viens dans mon réseau. Voilà, on a peut-être des affinités tous les deux, donc c'est intéressant qu'on échange là-dessus. Et donc, viens me voir et tranquillement, dans 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, je t'enverrai un petit message pour dire, voilà, il y a 2-3 semaines, on a été mis en relation. Voilà, bienvenue. Ou alors, ce qui peut m'arriver de faire, c'est bienvenue dans mon réseau. Voilà, juste un message d'accueil, voilà, de bienvenue. Bienvenue dans mon réseau, mais c'est tout. Pas de message de prospection, etc. Ça, je trouve que c'est mal placé. Là, ça montre vraiment que voilà qu'on est là, qu'on est accro et qu'on cherche tout de suite le truc, quoi. Et ça, c'est pas tout à fait l'esprit qui m'intéresse. Alors Instagram, j'ai jamais essayé. Ok. Donc je sais pas du tout. Là, c'est un univers alors que j'ai un compte Instagram, hein, mais j'ai jamais fait de la prospection sur Instagram. Donc là, j'ai aucun partage d'expérience sur le sujet. Ok, voilà. Merci en tout cas, ça répond exactement à ce que je voulais. Donc merci beaucoup. Parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez mon mail, je suis sur LinkedIn. Merci beaucoup. J'accepterai votre invitation sur LinkedIn. Merci beaucoup. Super, un grand merci Marc pour ton intervention. Si jamais tu as 5 minutes, vous pouvez rester éventuellement connecté avec Mireille. Moi, de mon côté, je coupe l'enregistrement. Et puis, je souhaite une très belle fin de journée.